Bonjour, c'est professeur Marwan Sbgui de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Tout au long de ce cours, je vais essayer d'introduire les notions de base des semi-conducteurs. C'est un cours qui est normalement programmé dans le cursus d'ingénieur génie électrique pour les élèves de première année. Pour cela, je vais suivre ce plan. Je vais commencer par une introduction et expliquer quelques motivations, en quelque sorte expliquer pourquoi ces semi-conducteurs sont importants. Et je vais ensuite enchaîner sur leurs caractéristiques, qu'est-ce qui fait qu'ils sont spéciaux, qu'est-ce qui fait qu'ils sont distingués, et j'expliquerai leur comportement, donc comment ils se comportent de façon générale. On entendra par la suite sur le dopage des semi-conducteurs, qui est une étape presque essentielle des semi-conducteurs, et on étudiera le comportement des semi-conducteurs une fois dopés. On étudiera par la suite les mécanismes de transport de charge, comment la charge électrique est transportée au sein d'un semi-conducteur, puis les mécanismes de génération-recombinaison, qui sont des mécanismes propres aux semi-conducteurs. Nous allons voir par la suite les équations de continuité, et nous allons les étudier. C'est ce qui va nous permettre de comprendre et de modéliser le comportement des jonctions PN. Donc l'objectif de ce cours est principalement d'étudier le comportement électrique des semi-conducteurs. On étudiera et on aboutira par la suite au fonctionnement de la jonction PN. Et vers la fin, on va essayer d'introduire l'effet transistor. Alors pourquoi ce cours? C'est justement pour le cursus ingénieur génie électrique. Ce cours est un prérequis pour tout ce qui est électronique, tout ce qui est électronique de puissance, tout ce qui est microprocesseur et microcontrôleur, et tout ce qui est commande également. Donc, dans tout ça, vous trouverez des notions sur les semi-conducteurs qui reviendraient, et comprendre les semi-conducteurs permettrait de mieux comprendre ces notions. Mais loin du cours et du cursus académique, ces semi-conducteurs sont à la base de la technologie photovoltaïque. Donc, ces plaques qui permettent de transformer l'énergie solaire en énergie électrique, ils sont basés sur le comportement des semi-électriques, le comportement électrique des semi-conducteurs. Cette technologie qui est aujourd'hui, qui n'est plus nouvelle aujourd'hui, il a quand même un peu d'existence, s'inscrit dans tout ce qui est énergie renouvelable et énergie verte. Les semi-conducteurs sont également la base de tout ce qui est LED, de ce qui est éclairage et signalisation LED. Donc, ces fameuses LED, Light Emission Diode, qui ont la réputation d'être moins consommateurs d'énergie et qui ont plus de luminosité, sont des semi-conducteurs, et leur fonctionnement est basé sur le comportement électrique des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont aussi à la base de tout ce qui est écran, qu'il soit plat, courbé, tactile ou non, partant des LCD vers les OLED ou les CNT, tout ça, ce sont des semi-conducteurs. Et également, donc, ce n'est pas le dernier, mais un autre domaine, c'est les antennes micro-rubans. Alors les antennes micro-rubans, c'est ce qui fait que depuis un certain moment, nos téléphones ne contiennent plus cette antenne sortante. Aujourd'hui, les antennes sont imprimées avec les circuits du téléphone. Donc on parle d'antennes imprimées, on parle aussi d'antennes patch, on parle d'antennes micro-rubans. Donc ces antennes sont basées sur des substrats qui sont des semi-conducteurs. Donc, comprendre ces semi-conducteurs donnerait un peu de recul pour comprendre de façon plus éclairée le fonctionnement de toutes ces technologies et d'avoir une vue à recul. En commençant un peu avec de l'historique, on attribue la découverte des semi-conducteurs à Faraday. C'est lui qui un jour a remarqué que
le pouvoir conducteur de certains métaux augmente lorsqu'on augmente la température. Alors c'est contraire à ce qu'on connaît de façon classique, parce qu'on sait que lorsque la température des métaux augmente, c'est plutôt leur résistivité qui augmente. Mais là, c'est plutôt l'inverse. La résistivité diminue, parce que c'est la conductivité qui augmente. Donc Faraday a remarqué ça en 1833, mais cette remarque elle est restée au placard, on ne sait pas quoi en faire depuis. Et c'est vrai, en augmentant la température, on aura plus de conductivité. Mais c'est restreint à certains métaux. En fait, ce sont des semi-conducteurs qu'on appelait métaux à l'époque. Alors, en 1883, c'est-à-dire 50 ans, un demi-siècle plus tard, il y a Thomas Edison qui dépose le brevet de ce qu'on appelle le phénomène d'émission thermo-ionique. Alors, ce phénomène, c'est la base de la création des tubes à vide. Donc, quand on parle de ça, les gens ont tendance à se rappeler plutôt l'ampoule à incandescente. Mais les tubes à vide, c'est quelque chose qui ressemble à des ampoules, effectivement, mais qui ont d'autres utilisations plutôt électroniques. Donc finalement, ce sont des tubes où on va mettre du vide, on va aspirer l'air, on ne va pas être dans le cas de l'air ambiant, on va être sous vide, et ça va donner des phénomènes à part. Donc quelques années plus tard, en 1903, il y a John Femin qui conçoit la diode à vide, qui est basée sur le phénomène des tubes à vide. Et puis en 1907, il y a De Forest qui invente le trio à tubes. Toujours les tubes à vide. Donc, ce sont des événements que j'ai notés en bleu, justement parce qu'ils n'ont rien à voir avec les semi-conducteurs. Ils ne font pas partie de l'histoire des semi-conducteurs. Mais c'est cette technologie qui va créer ce qu'on appelle l'électronique d'aujourd'hui. C'est là où on va commencer à avoir de l'électronique. Et ce sont ces tubes à vide qui vont être mis à la retraite par les semi-conducteurs à cause de tous les avantages des semi-conducteurs. Alors juste à titre d'information, à la même année où Femin concevait la diode à vide, il y avait Picard qui a inventé le détecteur cristal pour utilisation télégraphique. C'est un détecteur qui est basé sur un cristal. Le cristal qu'il a utilisé, c'est du silicium. Et il a utilisé ça pour capter des ondes télégraphiques. Alors, ça, c'est ce qu'on peut appeler la première utilisation des semi-conducteurs pour leurs caractéristiques semi-conducteurs. C'est la première fois qu'on utilise ce qu'on appelait avant des métaux, qui sont réellement des semi-conducteurs, on les a utilisés pour leurs caractéristiques. Donc c'est Picard qui les a utilisés, il a déposé le brevet en 1906, mais là, l'électronique, en ces temps-là, était basée sur les tubes à vide. Donc c'est les tubes à vide qui dominaient le marché. Donc les gens ne s'intéressaient pas trop à cette histoire de cristal et de silicium. Alors de 1903 à 1947, il y aura un grand vide. Alors vous pouvez imaginer c'est quoi, c'est les deux guerres mondiales. Les gens étaient occupés à faire autre chose. 1947, donc ça c'est vraiment ce qu'on peut appeler le virage de l'électronique. C'est un événement qui va marquer l'électronique et qui va marquer l'humanité. Et c'est vraiment quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. C'est Barden, Shockley et Brayton qui vont découvrir ce qu'on appelle l'effet transistor. Alors ça, c'est ce qui va changer tout le chemin de l'électronique. Ça leur a d'ailleurs permis le prix Nobel de physique en 1956. Certes, 10 années plus tard, mais ils ont eu quand même le prix Nobel. Parce que c'est une découverte, ils ont expliqué un phénomène qui vraiment va permettre énormément de choses dans l'électronique. Et d'ailleurs, les transistors, c'est ce qui fait fonctionner aujourd'hui tout ce qu'on voit autour de nous, que l'on appelle numérique, digital ou tout ce qui est électronique. Donc, à partir de là, les tubes à vide vont commencer à prendre leur retraite
et c'est les circuits semi-conducteurs qui vont les remplacer. D'ailleurs, pour information, le premier ordinateur, le fameux Enigma, a été conçu par Tubavit. Donc c'est juste quelques années avant la découverte de l'effet transistor, et c'était basé sur le Tubavit. Et donc c'est par la suite que les semi-conducteurs vont remplacer les tubes à vide dans tous les circuits électroniques. Donc juste après le prix Nobel en 56, il y a Jack Kilby, qui réalise le premier circuit intégré. Là c'est vraiment des circuits intégrés, c'est-à-dire qu'on va prendre une plaque de silicium et on va y intégrer tout un circuit. Ce n'est pas une diode qui est séparée, un transistor séparé, non, c'est une plaque où on va tout intégrer. Ce qu'on appelle les circuits intégrés aujourd'hui. Alors vous voyez que les choses à partir de là vont commencer à aller à une fréquence plus rapide. Avant on parlait de 50 ans, de 80 ans et de 40 ans. Là on commence à aller plus vite. Et d'ailleurs c'est ce que vous pouvez remarquer même dans votre entourage. En 1971, il y a Intel qui lance son premier microprocesseur. Alors là, c'est vraiment un autre pas dans ce qui est semi-conducteur et dans la technologie. Le 4004, qui est un processeur, va ouvrir la porte de ce qu'on appelle la programmation. Avoir un circuit que l'on peut programmer, auquel on peut donner des tâches à réaliser. C'est le début, certes, il ne contenait que 2300 transistors, mais c'était énorme déjà. 2300 transistors, c'était énorme. Alors avant de fermer la parenthèse de l'historique, j'aimerais bien parler de cette fameuse loi de Moore. C'est une loi qui est une des lois spectaculaires de notre science, de la science de notre humanité. Cette loi de Moore, elle a été... en fait, il y a deux lois de Moore. On parle donc de la première loi de Moore. C'est en 1956, il y a Moore qui est un cofondateur d'Intel. Donc c'est un des gens qui ont lancé Intel et qui travaillait donc sur les semi-conducteurs. Il a constaté que la complexité des circuits semi-conducteurs proposés en entrée de gamme doublait tous les ans à coût constant depuis 1959. Donc lui, 1958, on a dit que Kilby a réalisé le premier circuit intégré. Donc lui, il a commencé en 59. Il a commencé à voir l'évolution de la complexité. Il a remarqué que si on prenait un coût constant et qu'on prenait les circuits d'entrée de gamme, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas des circuits de nouvelle génération et de haute gamme qui sont beaucoup plus complexes que ceux d'entrée de gamme. Il a remarqué que si aujourd'hui je suis capable d'acheter un circuit d'entrée de gamme à 10 $, dans une année, j'achèterai un autre circuit d'entrée de gamme, toujours à 10 $, mais qui aurait une complexité double. C'est ce qu'on appelle la première loi de Moore. Alors pourquoi on l'appelle la première? Parce que Moore lui-même va la réajuster plus tard et il va justement distinguer les microprocesseurs des circuits intégrés simples. Parce que la vérité, c'est que les circuits intégrés simples n'évoluent pas en complexité. Donc, contrairement aux microprocesseurs. Et c'est-à-dire 10 ans plus tard, en 1975, Moore va énoncer la deuxième loi de Moore. Et ça, c'est finalement celle qu'on appelle la loi de Moore. Et il va être plus précis et il ne va plus utiliser le mot complexité, mais il va dire le nombre de transistors. Donc là, il ne parle plus de complexité, mais il parle du nombre de transistors. Des microprocesseurs. Donc il ne parle plus de circuits semi-conducteurs, il parle des microprocesseurs. Sur une piste de silicium, doublé toutes les 2 années, à coût constant. C'est-à-dire, si je prends aujourd'hui un microprocesseur, je l'achète à 10 $, dans 2 ans, je peux acheter un microprocesseur de la même gamme, toujours à 10 $, mais avec un nombre de transistors qui est le double. Ce qui est spectaculaire dans cette loi, c'est que
c'est une prédiction, c'est une étude qu'il a menée lui. Elle est restée vraie de 1971 jusqu'à 2001. En effet, la densité des transistors, elle a doublé toutes les 1,96 années, c'est-à-dire presque toutes les 2 ans avec une bonne approximation. Donc lui, il a fait une étude sur quelques années. Il a remarqué la tendance des statistiques, mais la loi, elle est restée vraie. C'est-à-dire que les gens n'essayaient pas de respecter la loi. Les gens essayaient toujours de mettre plus de complexité, d'améliorer les processeurs et travailler pour avoir les meilleures performances. Et finalement, on se retrouvait avec le nombre de transistors qui doublait automatiquement. Et le problème, c'est pas que le nombre de transistors doublait, mais c'est surtout que ça reste à coût constant. C'est-à-dire, je peux avoir un microprocesseur qui contient beaucoup plus de transistors au même prix. Et ça, la conséquence de ça, c'est que les machines qui sont basées sur l'électronique sont devenues de moins en moins coûteuses et en même temps de plus en plus puissantes. Alors, quand on dit double tous les 2 ans, ça paraît quelque chose de simple en tant que règle, mais la réalité c'est que c'est énorme. C'est quelque chose de très très grand. Alors, si on prend par exemple, pour voir ça, la complexité entre l'ENIAC, le computer de l'ENIAC, qui a été installé en 1945, et un microprocesseur Pentium 68040 qui a été lancé en 1990. On remarque que le nombre de transistors ou de tubes, de toute façon c'est la même chose, ils font la même fonction, il est passé de 18 000 à 1 200 000. C'est une évolution de 100. Plus encore, en termes d'encombrement, on est passé de 200 mètres cubes, ça c'est une énorme salle dans laquelle on a installé cet ordinateur, ce computer, à 2 cm3. 2 cm3, c'est quelque chose de très très petit. C'est une évolution de 10-8. Plus encore, en termes de vitesse, on est passé de 150 opérations par seconde à 20 10 puissance 6 opérations par seconde. C'est une évolution à 5 chiffres. C'est énorme, c'est vraiment quelque chose de très très grand. Aussi, en termes de consommation, on est passé de 10 kW à 1 watt. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est qu'on est passé de 1 million de dollars à 1000 dollars. C'est quelque chose de 10 puissance moins 3. Le coût est là, vraiment, on peut dire qu'on a, pour des coûts moindres, de la puissance plus grande. Et là, c'est juste 45 ans. Alors, on vit tellement dans ce monde à évolution et on vit cette évolution quotidiennement que ça nous paraît simple. Oui, alors on est passé avec un 10 puissance 3 dans les coûts et avec un peu d'encombrement. Oui, tous les PC sont de plus en plus petits, tous les téléphones sont de plus en plus petits, ça n'étonne plus personne. Mais en réalité, pour voir ça, on pourrait comparer ça aux voitures. Une voiture qui roulait en 1945 à 110 km/h, s'il avait la même évolution de vitesse, devrait rouler aujourd'hui à 3000 km. Non pas par heure, mais par seconde. C'est énorme. C'est même impossible. C'est énorme. Heureusement que les voitures n'évoluent pas de la même façon, peut-être. Mais si on essaie aussi de comparer la consommation d'énergie, la voiture de 45 qui roulait à 10 litres pour 100 km devrait aujourd'hui rouler avec 1 litre pour 100 000 km. Vous pouvez parcourir l'Afrique avec 1 litre, littéralement. En termes de coût, la voiture qui coûtait 15 000 dollars devrait aujourd'hui coûter 15 dollars. Alors, sur papier, ça permet de voir à quel point
les ordinateurs et tout ce qui est semi-conducteur et tout ce qui est électronique a évolué, oui, mais heureusement que les voitures n'ont pas évolué de la même façon. Alors, Bill Gates s'est amusé une fois dans une conférence à faire une comparaison pareille, et il s'est attiré les foudres de General Motors qui a riposté, et je vous invite à aller voir la réponse de General Motors. Bien. Maintenant, si on essayait de s'intéresser à ces semi-conducteurs et d'essayer d'abord de les localiser dans le tableau de Mendeleïev et quels sont ces éléments qu'on va pouvoir appeler semi-conducteurs. Alors, les semi-conducteurs sont les éléments de la couche 4. Ce sont les éléments qui ont 4 électrons en couche de valence et qui doivent avoir une structure cristalline. Donc, on se retrouve avec le carbone, le silicium, le germanium et l'étain. Alors, l'étain, il faut savoir que l'étain, il a deux formes. Il y a ce qu'on appelle l'étain gris, qui est le alpha SN, et l'étain blanc, qui est le bêta SN. Alors, l'étain gris, qui est justement une structure cristalline de l'étain, est une structure instable. À des températures ambiantes, il se transforme en étain blanc et perd ses qualités semi-conductrices. Ce qui le rend pas très utile. On ne peut pas imaginer un circuit qui, une fois va chauffer, va perdre ses caractéristiques semi-conducteurs. De l'autre côté, on a le diamant, le carbone. Alors le carbone, c'est un élément qui, pour être semi-conducteur, doit être sous sa forme cristalline. Et la forme cristalline du carbone, c'est le diamant. Donc lui aussi, c'est un semi-conducteur qui n'est pas utilisable déjà parce que son coût, on ne va pas s'amuser à mettre des diamants dans des ordinateurs, ça rendrait leur coût exorbitant. Mais il y a un autre paramètre qui en fait un mauvais semi-conducteur, c'est l'énergie de gap. On va revenir sur l'énergie de gap tout à l'heure. Donc, oui, le carbone sous forme diamant est un semi-conducteur qui est utilisé parfois dans certains cas spécifiques, principalement quand il y a de la puissance, mais on considérera que le carbone n'est pas un semi-conducteur, ce qui nous laisse le silicium et le germanium, qui sont des semi-conducteurs largement utilisés et de façon classique, c'est ce que vous trouverez le plus dans la nature. Attention, il y a des semi-conducteurs composites qu'on peut fabriquer avec plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'on peut mélanger par exemple les éléments de la colonne 3 avec ceux de la colonne 5. Ça pourrait ça donne dans certains cas des semi-conducteurs. Et on peut également mélanger des éléments de la colonne 2 et de la colonne 6. Ça donne aussi des semi-conducteurs. Mais il y a des conditions pour fabriquer tout ça et pour aboutir à des semi-conducteurs. Principalement, il faut essayer d'avoir la structure cristalline. Alors ici, je regroupe quelques semi-conducteurs. Alors il y a bien sûr le diamant, le silicium, le germanium et l'étain gris, comme on vient de voir. On peut aussi combiner des éléments de la couche 4, comme le carbure de silicium. Donc on met le silicium et le carbone, ça donne un semi-conducteur. On est toujours dans 4 électrons dans la couche de valence. On peut combiner les éléments de la couche 3, de la colonne 3 et de la colonne 5, comme le nitrure de bore et l'arsénure de gallium. Alors l'arsénure de gallium, c'est un des semi-conducteurs les plus utilisés. Il est aussi utilisé que le silicium ou le germanium, peut-être même plus. Aujourd'hui, c'est presque le semi-conducteur. On peut même avoir 3 éléments, comme le nitrure de gallium d'aluminium. Donc ça aussi, c'est un élément semi-conducteur. Et on peut combiner aussi les éléments de la colonne 2 et 6, comme le sulfure de mercure. Mais tous ces éléments, on ne va pas les étudier dans ce cours. On va se contenter des semi-conducteurs classiques de la colonne 4 qui ne sont même pas composites. On va se concentrer sur ce qui est silicium et germanium.